En 2000, tout le monde a dit en Europe, c'est de la connerie, l'Internet, pas de modèle économique. Là, on a laissé tomber, nous. Aux États-Unis, ils ont dit on va bosser, puis on va trouver des modèles économiques où vous arrosez. Vous arrosez tout le monde, il faut choisir. Pourquoi autant de startups françaises échouent malgré les financements publics? Je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que lever beaucoup d'argent aujourd'hui est devenu plus important que d'avoir un modèle économique viable? Donc ça, on a beaucoup progressé. J'ai peur que t'aies encore les clichés de tes parents. On est en direct de Station F avec... Paul-François Fournier. Ok, et vous êtes? Je suis le directeur de l'innovation de BPI France, la Banque publique d'investissement. C'est quoi la BPI? La Banque publique d'investissement, la BPI, c'est une banque privée, mais qui a des actionnaires un peu particuliers, qui est l'État et la Caisse des dépôts. Et on est là pour financer l'économie, les startups, les PME, les grandes entreprises, et les amener à exporter à l'international. Voilà, on est la banque des entrepreneurs, la banque qui finance les PME pour grandir et se développer à l'international. Quel est le cliché sur la BPI que vous entendez le plus et qui vous énerve le plus? Il y en a pas mal. Il y en a un qui est vous arrosez. Vous arrosez tout le monde. Il faut choisir. Moi, je crois et on croit chez BPI France que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont incroyablement motivés, qui vont décider de passer une grosse partie de leur vie sur un projet auquel ils croient, de faire des arbitrages personnels, de mettre parfois leur argent, décider à leur place si c'est bien ou mal, c'est pas. Donc après, on finance pas tout le monde, mais on pense que quelqu'un qui va décider de mettre une partie de sa vie, ça a de la valeur. Et souvent, il voit des choses qu'on voit pas toujours dans les grands bureaux en tant que tels. Donc oui, on veut développer l'entrepreneuriat. Et oui, il faut arroser parce que on sait pas toujours à l'avance ce que ça va donner. Si on avait dit il y a quelques années qu'on allait voir des startups dans le space tech, par exemple, ben, je pense que personne l'aurait fait. Donc voilà, on est des convaincus que à la fin, la valeur, elle est dans ces gens qui inventent l'avenir et qui ont des convictions très fortes. Okay. Donc la valeur n'est pas que dans les bénéfices immédiats. La valeur n'est pas dans les bénéfices immédiats, la valeur, elle est dans l'énergie qu'un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, de plus en plus, ont de changer le monde et de faire des paris autour des technologies pour apporter de la valeur et faire mieux, différemment, résoudre des problèmes autour de la santé, autour de l'énergie. Ça, on pense que ça a beaucoup de valeur et qu'il faut le respecter et qu'on peut pas toujours choisir au début qui, au fond, va être la technologie qui va être gagnante. C'est un processus. Si vous deviez lancer une start-up aujourd'hui, ce serait dans quel secteur? Ah, y en a plein, mais je crois que le domaine des green tech est quand même un domaine incroyable parce que on a fait hier un bel événement qui s'appelle Joureux où on a lancé un grand plan autour du climat pour aider les entreprises à profiter de cette opportunité aussi qu'est la transition, faire des technologies qui vont permettre d'accélérer la transition, de décarboner. Et on a 2900 startups qui sont dans ces domaines des green tech, qui sont des technologies pour décarboner, pour faire des batteries. Moi, je trouve que là, on allie d'abord ce rêve de l'entrepreneuriat et puis le sens de participer à ce combat qui a parfois certains voudraient oublier, mais qui tous les jours va s'imposer un peu plus à nous. Okay. Vous n'avez pas été dans le cliché du moment, vous ne m'avez pas dit l'IA. Donc, c'est vraiment... Pourquoi autant de startups françaises échouent à passer à l'échelle internationale malgré les financements publics? Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. D'accord, ok. Non, je suis pas d'accord parce que quand on regarde aujourd'hui le développement de l'écosystème de la tech français, ça n'a plus rien à voir. Vous avez des boîtes comme Doctolib, des boîtes comme Mistral, des boîtes comme Content Square, des boîtes comme Payfit qui sont en train de faire des cartons à l'international. Il y a 10 ans, c'était vrai ton truc, mais c'est vrai que il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui disaient déjà si on fait la France, c'est bien. J'étais dans la Silicon Valley encore il y a un mois. C'est bourré de Français qui ont des boîtes en France et qui se développent aux États-Unis ou ailleurs. Donc moi, je crois qu'on a passé complètement cette étape. Ça veut pas dire que il n'y a pas encore des enjeux pour avoir plus de capital. Incroyable, aujourd'hui, j'ai vu un jeune encore qui doit avoir ton âge dans mon bureau il y a 3 jours. Il est en train de lever des centaines de millions d'euros pour une boîte d'IA dans la robotique. Lui, il est avec une équipe internationale et honnêtement, le monde, c'est son terrain de jeu. Donc ça, on a beaucoup progressé. J'ai peur que tu aies encore les clichés de tes parents, probablement un peu. Alors, ce ne sont pas mes clichés, okay. Mais c'est des questions qu'on entend, donc on les pose. Ouais, mais t'as raison. Alors, je suis là pour ça, moi. Justement, est-ce que lever beaucoup d'argent aujourd'hui est devenu plus important que d'avoir un modèle économique viable? Bah, disons que les choses ont changé pour se dire. La tech est un modèle qui est né aux États-Unis, d'ailleurs il y a longtemps, par un Français qui était un général qui a créé le modèle du capital risque. Il a pris de l'argent après sa retraite et puis il a dit je vais investir dans les technos. Ah, okay. Et donc c'est un vieux modèle qui a ensuite explosé dans la Silicon Valley il y a 20 ou 30 ans. Et ce modèle est très cyclique, plus cyclique. La finance est cyclique, mais
l'économie est cyclique, mais la tech, elle fait des gros cycles. C'est comme ça. Et donc, on a eu un cycle haut il y a 2-3 ans où effectivement, partout d'ailleurs, là, on est plutôt dans un cycle où c'est un peu plus dur. Et aujourd'hui, tous les entrepreneurs essayent de trouver un modèle économique beaucoup plus viable. Il n'y a pas un entrepreneur qui vit peut-être un peu dans l'IA encore. T'as raison. Mais ça, c'est un peu particulier. Pour le reste, il y a un boulot qui est fait incroyable des entrepreneurs pour trouver un modèle économique, trouver des clients et avancer. Et on progresse beaucoup là-dedans. C'est vrai que dans ces phases-là, ça sert aussi à se rappeler un peu. Voilà. Moi, simplement, ce que je dis, c'est que faut faire attention parce que cette tech, elle est effectivement très cyclique. En 2000, tout le monde a dit en Europe, ouais, mais c'est de la connerie, l'internet, pas de modèle économique, etc. On a laissé tomber nous en Europe. Aux États-Unis, ils ont dit on va bosser, puis on va trouver des modèles économiques, et puis ils ont fait ce qu'on a vu. Donc il faut faire attention de pas tomber dans un excès et l'autre. Oui, il faut être ambitieux. Oui, il faut lever de l'argent. Mais oui, effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, avec la pression qu'il y a un peu sur la tech, les gens cherchent à trouver de plus en plus des modèles économiques. Les VC ont fait, et c'est comme ça qu'on progresse aussi et qu'on apprend. Ok, très complet comme réponse. Quoi la start-up la plus improbable que la BPI ait soutenue, la plus bizarre et qui a pourtant fonctionné? Je suis passionné du quantique. Moi, je trouve ça incroyable. Moi aussi. Je lis des bouquins de temps en temps le soir. Je comprends pas tout, mais ça me permet d'en parler dans les dîners en ville et de paraître un peu pas trop largué. Bon, il y a 7 ou 8 ans, on a financé pas mal de boîtes du quantique, des Pascal, des Alice et Bob, qui justement lèvent aujourd'hui des centaines de millions d'euros. Moi, je trouve incroyable que cette physique complètement improbable ou l'intrication, moi, ça me fascine. Moi, quand je dis ce truc, je me dis c'est complètement en dehors de nos champs de pensée traditionnels, que cette physique fondamentale que personne comprend vraiment très bien, on ait réussi petit à petit à en faire des ordinateurs qui demain vont être des ordinateurs quantiques. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça fascinant de voir que cette physique qui était dans les labos, on a réussi en quelques années à en faire des ordinateurs maintenant qui vont probablement participer à la capacité des modèles d'IA à être plus efficaces et à moins consommer aussi dans les centres de calcul dans le futur. Donc voilà, ça c'est dingue pour moi. Ok, c'est intéressant parce que on voit que vous avez la capacité à comprendre et à croire en des projets qui peuvent paraître fous. Donc, ce dont on a parlé au début, ce cliché que vous arrosez, mais pour le coup, des fois, il faut rêver, il faut croire en des projets et finalement, c'est ce que vous faites. Ouais, exactement. Et après, il y a pas que nous. Petit à petit, il y a plein d'autres gens qui vont. Nous, notre métier, c'est de trouver d'autres investisseurs et d'autres financeurs. C'est de petit à petit que ces projets vivent leur vie indépendamment de nous. Au début, on est là un peu volontariste, mais après, il faut qu'elles trouvent et elles lèvent de l'argent sans nous maintenant ces projets. Et c'est très bien. Et c'est l'élément de succès pour nous. C'est que petit à petit, ces projets grandissent sans nous et trouvent leur marché, trouvent leurs investisseurs. Et tu as raison. Il y a 7 ans, honnêtement, mais ils ont trouvé de l'argent de leur famille, des business angels, et puis la BPI pour les financer au début. Et puis petit à petit, ils prennent leur envol. Et je pense que ça fait des belles histoires françaises et européennes. Dernière petite question rapide. La Silicon Valley française, on en est où? On est en devenir parce que c'est ce que je te disais, on a lâché prise en 2000. D'accord. On s'est dit non, c'est pas pour nous. Et donc on est en devenir. On a un grand plan qu'on a appelé le plan Deep Tech il y a 6 ans pour accélérer le transfert de technologie des laboratoires vers des entreprises. On est passé de 150 startups par an sortant des laboratoires universités françaises à presque 400. Donc voilà, simplement c'est des temps de cycle qui sont plutôt de 10, 20 ans, 30 ans. La Silicon Valley, elle est née dans les années 50. Donc on rattrape petit à petit un retard qu'on a pris. Mais moi, je suis assez confiant. Il faut juste qu'on accepte que les choses se font pas en 6 mois ou en 2 ans, que c'est des temps de cycle. La tendance est bonne. Le capital risque européen et français a pris une part de plus en plus importante. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, il faut être consistant, convaincu. Et c'est ce qu'on essaye d'être. Ok, merci beaucoup.